Bonjour à tous, on va attaquer. Du coup, moi je suis Thierry Alvernia, je travaille pour Pulsalis, qui est une société de transfert de la valorisation de la recherche qui rapproche le monde académique des entreprises et je serai l'animateur de votre conférence aujourd'hui. Et je vais laisser les intervenants, que je remercie d'avance pour leur témoignage et leur participation, se présenter. Bonjour, donc Fabrice Bétouy, je travaille à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc j'ai plusieurs casquettes, solaire thermique, la géothermie et aujourd'hui ce qui nous concerne, la veille sur les énergies électriques renouvelables. Bonjour, Xavier Botou, responsable marketing et partenariat pour Voltaire. Alors Voltaire, c'est un fournisseur d'électricité au service du développement des énergies renouvelables. Donc on est un fournisseur au même titre que tous les autres, EDF, Total, etc. Donc on les remplace facilement auprès des entreprises. Et notre enjeu, c'est de créer des partenariats avec des producteurs qui construisent des centrales photovoltaïques, éoliennes, hydro, et acheter cette énergie pour la vendre à ses consommateurs. Et on développe aussi toute une gamme de services dont on pourra parler aussi plus tard pour toujours être fidèle à cet enjeu de développement des ENR en France. Bonjour, et donc moi Rémi Berton, je suis un des cofondateurs de la société Enerpact et notre métier c'est d'accompagner des propriétaires non professionnels du photovoltaïque, pas mal d'agriculteurs mais également d'autres profils qui ont investi eux-mêmes dans le photovoltaïque, soit sur la reprise en main de leur centrale existante pour la sécuriser et l'améliorer, soit en partant dès le départ sur des projets de centrales neuves et pour leur permettre d'investir vraiment en toute confiance, en sachant très exactement quels résultats ils vont obtenir et donc en étant capables de prendre une décision sereine. Merci beaucoup pour vos présentations. Alors on va commencer tout simplement par éclaircir un petit point, c'est que du coup, lorsqu'on a préparé la conférence, vous m'avez parlé de la CRE, C-R-E. Voilà. Vous pouvez nous dire un petit mot par ce que fait la CRE par rapport à l'ADEME, parce que tout le monde connaît l'ADEME, je pense que tout le monde connaît l'ADEME maintenant. Par contre, la CRE, pas du tout. D'accord. Alors du coup, pour faire très simple, la CRE, alors pour ce qui nous concerne aujourd'hui, s'occupe du financement des énergies électriques renouvelables, éolien, hydroélectricité et puis photovoltaïque. Et côté ADEME, nous, on est sur le soutien des énergies thermiques renouvelables. Voilà. Et donc il y a deux dispositifs. Nous, c'est le fonds chaleur sur la partie donc tout ce qui est géothermie, biomasse, solaire thermique et autres. Et sur la CRE, donc l'organisme, lui s'occupe du dispositif d'obligation d'achat. Voilà, qui permet d'avoir une rentabilité avec l'achat de l'électricité qui est produite sur le réseau au niveau des installations. Voilà. Et après, elle a d'autres bien sûr, fonctions, la CRE, comme la régulation des réseaux, gaz, électrique. C'est elle qui fixe les fameux tarifs réglementaires de l'électricité, du gaz. Voilà. Il y a le marché intérieur européen, elle y participe à sa construction, etc. D'accord. Alors, par contre, vous gardez quand même un réseau de conseillers que vous avez positionné dans les syndicats d'énergie ou dans les CCI, enfin les organismes consulaires, etc., qui s'appelle Réseau des générateurs. Vous pouvez nous en dire un mot, s'il vous plaît? Oui. Alors du coup, effectivement, on a encore quelques encore un pied, on va dire, dans les énergies électriques renouvelables. C'est surtout et essentiellement de l'information et du conseil auprès des collectivités, des entreprises et au niveau national par le site pour les citoyens. Et sinon, donc pour les collectivités, on a, donc sous l'impulsion de la DGEC, avec les différents ateliers qu'ils ont pu avoir sur la libération des énergies électriques renouvelables, on a vu qu'il y avait le maillon de l'ancrage territorial qui était primordial pour pouvoir faire sortir des projets, et qu'on avait par contre des petites collectivités qui étaient démunies face à des développeurs et autres qui n'avaient pas les moyens techniques de pouvoir juger, analyser les offres qui leur étaient proposées. Et donc, l'année dernière, un AMI a été lancé pour pouvoir développer, déployer un réseau de conseillers, donc en éolien et photovoltaïque, auprès de ces petites collectivités-là, et donc avec un ancrage territorial. Donc là, nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est les syndicats d'énergie qui vont porter 3 conseillers pour pouvoir intervenir auprès de ce public-là. Merci Fabrice. Alors, pour poser les choses, ne me huyez pas, mais
Pourquoi une entreprise déciderait tout à coup de complexifier son sourcing énergétique? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise s'engage dans la consommation d'énergie décarbonée? Voilà, question très candide. Alors, avant les motivations, il y a un contexte. Et en plus, en ce moment, on est dans un contexte assez particulier, fait d'incertitudes, où le consommateur avait l'habitude de contractualiser auprès de son fournisseur 100% de son approvisionnement électrique et renouveler cette cotation tous les 3 ans, se référant au marché à un instant T et en fixant ses prix. Là, l'incertitude fait qu'on a des prix qui sont stratosphériques sur les marchés en ce moment. Pour un ordre de grandeur, l'un des composants très importants qui est le baseload annuel d'électricité, qui était pendant le Covid en dessous de 40 € et aujourd'hui à plus de 200 € pour 2023. Donc c'est exponentiel et c'est un gros problème de compétitivité pour les entreprises. Donc, premier facteur. Et le deuxième, par rapport au photovoltaïque, c'est que c'est une énergie qui est à bas coût en fait. Elle a été divisée par 10 en 10 ans. Le coût de production du photovoltaïque, et on est sur une énergie qui est rentable. Après, vous allez me dire, rentable par rapport à quoi? Si on se réfère aujourd'hui par rapport au prix de marché, c'est une électricité qui est tout à fait pertinente. Donc ça, c'était le contexte. Et après, les motivations, c'est diversifier son risque, ne plus être exposé à 100% au marché. Ça peut être aussi des motivations en termes de RSE et d'inspiration plus profonde sur quel est mon impact sur l'environnement. Et aussi une stratégie foncière, c'est-à-dire j'ai envie de maîtriser une partie de mon approvisionnement, j'ai du foncier disponible, j'ai envie de créer mes propres installations pour bénéficier d'une électricité à un prix que je vais connaître pour au moins 15 ou 20 ans. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, Xavier. C'est-à-dire qu'avant, les entreprises le faisaient pour des raisons de sens, et maintenant, elles peuvent le faire, notamment pour des raisons de sens, mais aussi pour des raisons financières. Exactement. Voilà. Mais ça, on change de paradigme, c'est-à-dire que on en parlera peut-être plus tard, mais ça demande de l'expertise, cela demande des garanties bancaires, de la visibilité sur ses consos. Voilà, il y a d'autres personnes qui peuvent en parler également de ces sujets. Ok. Et pour finir de balayer les lieux communs, est-ce que, parce qu'aujourd'hui on est en pleine transition numérique, ça fait plusieurs années que ça dure, mais il y a un enjeu incroyable pour les entreprises sur ces sujets-là. Est-ce que la transition énergétique est conciliable avec la transition numérique, qui forcément est plus gourmande en énergie? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est que mon petit avis, c'est un vaste Bien sujet. Tous les secteurs doivent faire leur transition, y compris le secteur du numérique. Et en se posant les bonnes questions, la première, c'est est-ce que tous les usages que je développe dans mon secteur sont nécessaires? Donc plutôt ce côté sobriété. Est-ce que les usages sont utiles pour la société? Est-ce que ça vaut le coup de regarder sa vidéo en HD sur Netflix? Est-ce que ce service est utile? Est-ce que Netflix est utile? Bon, là, je ne veux pas rentrer dans les débats. Donc, d'un côté, l'utilisateur doit se poser ces questions. Quel est mon impact en utilisant ces services? Et les concepteurs doivent aussi se poser ces questions. Et enfin, pour les services utiles, quel approvisionnement énergétique je choisis? Et là, on est en plein dans le sujet. Alors, je suis une entreprise ou une collectivité, je me suis équipé en panneaux photovoltaïques. Et vous m'avez dit, quand on a préparé la conférence, qu'il y avait deux types en fait, de démarches. Une démarche de production, une démarche d'autoconsommation. Est-ce que, Rémi, vous pouvez nous dire un petit mot sur la différence entre ces deux démarches? C'est la finalité de pourquoi on produit. Soit on va injecter sa production sur le réseau, qui va donc être consommé par d'autres, ou même par soi-même, hein, parce qu'un électron, c'est comme l'eau, ça va au plus court. Donc quand on vend sur le réseau, mais qu'on consomme en même temps, on consomme ses propres électrons, sauf qu'ils ont fait un tour avant d'arriver au compteur. Donc voilà, soit on injecte sur le réseau et c'est le fournisseur d'électricité qui vous rachète l'électricité, soit on autoproduit, on autoconsomme. Et si on autoconsomme, on observe une diminution de sa facture d'électricité. Donc la valorisation se fait au travers d'une diminution de la facture. Alors, quel est l'intérêt du coup d'avoir un projet d'autoconsommation si quand on est dans la production, on peut soi-même consommer les électrons qu'on a réinjectés sur le réseau? Je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Il y a des activités
qui sont réellement pertinentes pour de l'autoconsommation parce qu'elles consomment en même temps qu'elles produisent. Par exemple, je prends des entrepôts frigorifiques. Aujourd'hui, la plupart s'y sont mis, mais c'est aberrant qu'il y en ait encore qui n'y soient pas. Parce qu'on consomme, plus il fait chaud dehors et plus il fait ensoleillé, plus vous avez besoin d'énergie. Et avec du photovoltaïque, plus vous produisez. Donc les choses sont complètement alignées. Après, il y a une deuxième raison, c'est qu'au fond du cœur de l'homme, il y a un vieux rêve autarcique. Donc il veut avoir sa propre électricité et ses petits électrons à lui qui consomment. Et ça, c'est un moteur puissant du photovoltaïque aujourd'hui, du développement. Mais ça n'a pas beaucoup de sens d'un point de vue technique et économique. Mais c'est un moteur. Enfin, il y a beaucoup de gens et d'entreprises même qui sont attirés par le photovoltaïque pour avoir la possibilité d'autoconsommer juste parce qu'ils le veulent et qu'ils ont l'impression d'être plus indépendants du monde extérieur. D'accord. Alors Xavier, j'ai une question qui est faite pour vous, parce que du coup ça va permettre d'expliquer un petit peu ce que vous faites dans votre entreprise, mais si je suis une entreprise et que j'ai envie de faire ma transition énergétique sur des énergies décarbonées, est-ce que je suis obligé forcément de m'équiper de panneaux photovoltaïques, d'éolien, de géothermie, etc., ou je peux faire un petit peu différemment? Merci pour cette perche. Donc en effet, on a différents profils de consommateurs, des consommateurs qui ont de quoi investir dans les ENR, des consommateurs qui ont du foncier disponible pour installer des panneaux, etc. Et on a aussi l'inverse, ceux qui n'ont pas de foncier ou pas la volonté d'investir. Et donc nous, on leur propose déjà un premier palier, c'est-à-dire votre électricité que vous achetez à un fournisseur, déjà, quel est le fournisseur qui vous le fournit et est-ce que ce fournisseur est vertueux selon vos critères? Est-ce que vous y voyez clair sur qu'est-ce qu'il achète comme électricité, à quel producteur il achète? On peut vraiment faire des parallèles avec l'agriculture. Voilà, quels sont les producteurs que vous valorisez? Donc nous, chez Voltaire, l'idée c'est de faire des partenariats avec plusieurs producteurs, de leur acheter l'électricité qu'ils produisent et ensuite de la valoriser auprès des consommateurs, entreprises et collectivités et surtout de leur fournir un outil. On appelle ça un outil de traçabilité qui leur permet de voir leur courbe de consommation. Donc ça, tout le monde peut le faire grâce à son compteur communicant. Et en plus, au sein de cette courbe de consommation, voir quels sont les moments où on a acheté pour eux du photovoltaïque de la centrale qui est située à 10 km, qu'on a complété avec de l'éolien, du parc éolien qui est situé dans le département d'à côté, etc. Donc bien entendu, on ne trace pas les électrons, personne ne sait le faire. On vient tracer les échanges d'énergie au sein de notre périmètre d'équilibre entre producteurs et consommateurs. Et ça, c'est vraiment un premier palier pour agir. C'est le début de la transition énergétique. J'aime bien dire que la transition énergétique, elle ne se fait pas en un clic. Et ensuite, derrière, on peut envisager, déjà en les mettant en relation avec nos producteurs, d'autres moyens pour investir sur leur site ou investir sur d'autres sites en finançant des parcs de centrales. L'enjeu commun, c'est l'additionnalité. On doit démultiplier le nombre de centrales en France. Allons-y, c'est parti quoi. Et on peut le faire à toutes les échelles, pas forcément juste sur son petit site en mettant quelques panneaux pour autoconsommer. Tout est envisageable et envisagé. Alors messieurs, du coup je suis une entreprise, j'ai appris à consommer effectivement de l'énergie décarbonée, et puis je me dis au bout d'un moment, tiens, ce serait bien aussi que je contribue, que je ne sois pas uniquement consommateur. J'ai la chance d'avoir une usine avec des mètres carrés de toit. Est-ce que je pourrais installer des panneaux photovoltaïques sur mes toits? Une fois que je me suis posé la question, comment je m'y prends? Quels sont les acteurs que je sollicite et dans quel ordre? Je vous en prie. Aujourd'hui, vous avez différents systèmes qui existent. Ils existeront également demain. Soit vous pouvez, principalement aujourd'hui, vous avez deux moyens de faire. Soit vous investissez vous-même dans une centrale photovoltaïque, soit vous faites appel à ce qu'on appelle un tiers investisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui va investir sur votre toit ou sur votre foncier disponible en prenant en charge tous les coûts, mais en prenant également les bénéfices correspondants. Et nous-mêmes, Enerpact, on permet une voie hybride qui est de permettre à un acteur, que ce soit un agriculteur, une mairie, n'importe, d'investir lui-même dans le photovoltaïque, mais avec une garantie de résultat. Mais je pense que ce qu'il faut voir, c'est que dans la transition énergétique, que j'espère en tout cas, et qui va se produire au minimum à une certaine échelle,
presque tout le monde va devoir s'y mettre. On ne se rend pas compte, mais il y a 2-3 ans, l'ADEME avait fait paraître un rapport dont le scénario 100% énergie renouvelable disait que 50% ou 2/3 de toutes les toitures de France devraient être recouvertes de photovoltaïque. Et si on enlève les toitures qui ne sont pas disponibles pour X ou Y raison, ça veut dire que toutes celles qui peuvent devront l'être. Et du coup, soit on imagine un modèle où tout le monde loue la toiture de tout le monde avec du tiers investisseur, etc. Mais moi, ça me paraît complexe. Je ne pense pas que ce sera le modèle majoritaire. Soit tout le monde va devoir s'y mettre. Tout le monde, même ceux dont ce n'est pas le métier. Et nous, Enerpact, on est là, on a développé des méthodes, des technologies, de la pédagogie pour accompagner les gens et leur permettre d'investir en toute confiance. Alors, dans votre réponse, j'entends que tout le monde doit s'y mettre et qu'en même temps, toutes les infrastructures ne sont pas forcément calibrées pour pouvoir déployer des panneaux photovoltaïques. Qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, j'ai envie de m'y mettre, mais que je ne peux pas installer de panneaux photovoltaïques sur mon toit? Alors, il y a la question des particuliers que je n'aborderai pas parce que ce n'est pas du tout notre métier. Sur les plus grandes toitures, il y a peu de raisons. Vous pouvez avoir des raisons liées à l'activité sous-jacente. Vous avez des activités sous-jacentes qui présentent des dangers intrinsèques et qui vont faire que ça va être difficile d'investir sur le toit. Par exemple, des exemples concrets? Par exemple, tout à l'heure, on parlait avec un fournisseur d'engrais qui a des très grandes toitures, mais où son assureur refuse qu'ils mettent des toitures du photovoltaïque sur leur toit, alors qu'il souhaiterait le faire. Donc il peut y avoir des raisons de conception de la toiture, enfin des raisons structurelles, mais c'est ce que je disais juste avant. La moitié, les 2/3 des toitures le permettent de la France entière. Donc avant de s'occuper de celles où on ne peut pas, franchement, il y a du travail à équiper celles qui peuvent. Tant mieux. Alors Xavier, Fabrice, quel type d'entreprises sont plus susceptibles de vouloir consommer du photovoltaïque? Ce sont plutôt les entreprises industrielles, plutôt les entreprises de services? Alors, consommer pour de l'autoconsommation ou Autoconsommation et production? Et production, un peu les deux. Un peu des deux. Alors du coup, voilà, on en revient à la toiture et à la disponibilité, la disposition, enfin voilà, tout ce qui peut faire que la toiture accepte et que l'activité soit aussi en adéquation. Par contre, ensuite, c'est le mode de montage économique, soit en injection sur le réseau, soit en autoconsommation partielle avec vente de surplus, soit en autoconsommation totale, qui là peut différer suivant les secteurs. Voilà. Comme on a eu tout à l'heure déjà des éléments de réponse, pour l'autoconsommation totale, ça restera des entreprises avec des forts besoins, ce qu'on appelle un talon de consommation qui ne descend jamais en fait journalier d'électricité, où là quasiment ce talon-là peut absorber toute la production photovoltaïque. Donc ça va être des process de froid, des process en continu, qui ne s'arrêtent jamais. Et sinon, même du côté des collectivités, on peut avoir des surprises. On a vu des analyses qui faisaient qu'on était bon sur, par exemple, des cinémas, où on a des besoins à la fois, des gros besoins électriques au niveau des vidéoprojecteurs, plus la climatisation l'été. Donc on a un talon finalement qui est absorbable. Et on a aussi les hôpitaux, qui ont toujours des fonctionnements électriques en permanence, pareil. Donc voilà, c'est vraiment ce type-là qui est vraiment apte à l'autoconsommation, on va dire, totale. Et ensuite, l'autoconsommation avec vente de surplus, ça va être vraiment un calcul de rentabilité économique, puisque une partie va être absorbée pour effacer la facture d'électricité qu'on a à notre fournisseur, et l'autre partie va un peu rentabiliser en termes de surplus. Donc voilà, à comparer avec l'injection sur le réseau. Si on parle de production sur son site, c'est juste pour compléter les propos. En effet, sur l'autoconsommation, ce qu'on va plutôt viser, c'est s'affranchir d'une partie de l'énergie qu'on soutirerait dans ce cas au réseau, et du coup pas payer les taxes. Donc il y a vraiment une logique économique, mais c'est vraiment dimensionné sur le potentiel qui était exprimé. Et l'autre motivation, ça peut être je maximise mon potentiel solaire sans prendre en compte ma consommation, et je produis pour le réseau et donc pour les autres. Et en échange de cette production,
je reçois une rémunération qui va me permettre de financer d'autres investissements potentiels, notamment d'efficacité énergétique par exemple. C'est subventionné encore l'équipement des panneaux solaires ou le modèle économique, du coup on est rémunéré quand on produit, suffit à absorber les coûts d'investissement? Les subventions existent encore, mais de plus en plus de projets pourraient se faire sans investissement. Et on commence surtout par les gros projets sur plusieurs milliers de mètres carrés, où là il commence à y avoir une rentabilité économique intéressante. Juste aujourd'hui, en ce moment, sur le tarif d'achat, donc le tarif soi-disant subventionné, est à 9 centimes et quelques, alors que le prix de marché est à plus de 20 centimes. Donc aujourd'hui, ce qui a été conçu comme étant une subvention, et l'inverse, c'est un gain objectif que font faire les producteurs d'électricité renouvelable à l'ensemble de la collectivité. Donc il y a vraiment un changement de paradigme qui est extrêmement rapide. C'est ce que permet le mécanisme de subvention par la CRE dont on parlait tout à l'heure, c'est de garantir à un producteur qui pourra injecter toute sa production dans des conditions définies. Donc ça, c'est un immense avantage parce que ça lui donne de la visibilité. Mais en termes de tarifs, on est en France en ce moment dans une non-subvention, une contribution nette des producteurs au financement de l'ensemble des consommateurs. Et dans beaucoup de pays dans le monde, on est déjà dans ce système. Parce qu'en France, on est quand même avec une électricité qui vaut globalement peu cher par rapport à bien des pays, même s'il y a eu quelques surprises ces dernières semaines sur ça. Mais dans beaucoup de pays, l'électricité photovoltaïque est rentable en direct, sans subvention, depuis très longtemps. Alors, ça tombe bien que vous ayez le micro, parce que du coup, vous allez le garder. Vous m'avez expliqué le modèle économique d'Enerpact. J'ai trouvé ça intéressant. Je suis une entreprise, je me suis équipé de panneaux photovoltaïques. J'ai du coup une production qui vaut ce qu'elle vaut. Et pourquoi je m'adresserais à vous? Parce que j'ai l'impression que mes équipes sont plutôt bien formées, qu'elles gèrent ça efficacement, que j'ai acheté des bons panneaux solaires qui m'ont coûté un petit peu plus cher que la moyenne, donc j'ai mis le prix pour avoir une bonne production. Alors? Donc nous, notre position... Le photovoltaïque, il est complètement certain qu'en tant que source de production d'énergie, c'est de très loin. Ce n'est même pas comparable à la source de production la plus simple. Vraiment, c'est incontestable. Ceci étant dit, ce n'est pas parce que c'est simple qu'il n'y a aucune complexité dans ce système. Et donc nous, notre position, c'est qu'il faut démystifier la simplicité en restant impliqué. Et donc le problème du photovoltaïque, c'est que comme presque tout le monde peut le faire, peut le mettre en place, dans le photovoltaïque, ce n'est pas les meilleurs techniciens qui diffusent au mieux leur meilleure technologie, c'est les meilleurs commerciaux qui arrivent à vendre les meilleures salades à des gens qui ne sont souvent pas capables de savoir quels sont les bons critères d'appréciation. Historiquement, par exemple, l'industrie européenne a quasiment disparu, mais il y a un moment, il y avait une fabrication assez forte de panneaux en Allemagne. Les gens, ils avaient investi dans des panneaux allemands, ils avaient l'impression que comme c'était allemand, ça allait fonctionner tout seul. Mais les Allemands savent faire de cochonneries comme les Chinois, hein. Ils n'ont aucun problème avec ça. Donc, nous, notre proposition de valeur, c'est de dire soit à des organismes qui ont investi donc, dans des objets d'une certaine taille il y a quelques années, qui sont en général relativement satisfaits parce qu'ils bénéficient des tarifs subventionnés de l'époque. Donc, comme les subventions étaient importantes avant, ils gardent un objet très rentable, mais qui est parfois complètement dysfonctionnant. Est-ce qu'une centrale photovoltaïque est rentable ou pas ne veut pas dire est-ce qu'elle marche bien ou pas. Et vous comprendrez bien qu'un électron, s'il a été produit par les panneaux et qu'il n'arrive pas jusqu'au compteur, c'est qu'il est parti autre part. C'est juste basique. Donc, une centrale qui sous-produit de 10%, de 20%, ça veut dire que 10% ou 20% des électrons sont partis à un autre endroit que là où la centrale a été conçue. Et donc, sur un projet qui va durer des dizaines d'années, il est probable que ça va mal se finir. Un jour. Et donc, nous, notre rôle, ça va être de reprendre en main ces centrales,
de faire un audit, un diagnostic extrêmement profond. C'est un travail qui va nous prendre plusieurs mois. On va diagnostiquer tous les points, soit de risque, soit de sous-performance, qui sont souvent les deux faces de la même médaille. On va proposer aux propriétaires un plan d'action visant à sécuriser sa centrale, d'éliminer tous les points de risque et en même temps d'améliorer tout ce qui peut l'être. Et en règle générale, c'est même quasi systématiquement le cas, de très loin, la surproduction permise par la correction de tous les défauts de la centrale va permettre de financer ces travaux de rénovation et va même permettre de dégager un excédent de rentabilité qui va être la seule source de rémunération d'Enerpact sur une partie de cette surrentabilité. Et donc ça, on l'a fait auprès d'une grosse centaine de centrales en France. On gère aujourd'hui une quinzaine de mégas. Et on a eu des clients qui étaient tellement stupéfaits qui nous ont dit, mais alors là, on a d'autres projets photovoltaïques, donc ce que vous comptez qu'on fasse, c'est qu'on se lance à nouveau dans du photovoltaïque, et dans 10 ans, vous nous expliquez qu'il y a 10 ans, on aurait dû faire mieux. Donc là, on l'a annoncé tout à l'heure au salon Mixi, on a lancé une nouvelle offre où on intervient dès le démarrage de la centrale photovoltaïque pour permettre sur un prévisionnel garanti au client, un prévisionnel en euros qui ne dépend pas du soleil, du vent ou de je ne sais trop quoi, qui puissent investir en toute confiance, en toute sérénité dans leur centrale. Charge à nous d'atteindre au moins les résultats promis, voire de faire mieux et de se rémunérer sur cet excédent s'il existe. Alors, juste deux chiffres qui étaient parlants quand on a échangé. Le nombre de projets que vous avez étudiés sur lesquels il y avait des risques, en mémoire, j'avais gardé 80% en tête, non ? 98%. 98%. Donc, il y a l'AQC, qui est l'agence de qualité de la construction, qui a établi un référentiel sur les risques photovoltaïques sur plusieurs centaines de centrales auditées. 98% contenaient au moins un risque critique, défini comme critique, dans le référentiel de l'AQC. Alors un risque ne veut pas dire que ça va se déclencher. Il y a des choses qui peuvent rester en risque sans qu'il ne se passe rien. Mais quand on se dit que 98% des installations dont le seul point commun est d'avoir contracté avec Enerpact présentent au moins un défaut critique, sur des installations qui ont entre 5 et 10 ans et qui sont censées vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça paraît problématique. Deuxième chiffre important, l'augmentation en termes de production, en moyenne ? Alors, nos résultats sur le parc qu'on gère aujourd'hui, donc Enerpact a été créé en 2016, le nombre de sinistres sur les centrales gérées par Enerpact depuis 2016, c'est un chiffre, il est assez simple, c'est 0. D'aucun, rien. Notre assurance est satisfaite de nous. Et la production, l'augmentation moyenne de la production, c'est 27%. D'accord. Xavier, une question, toujours pareil. Je me suis équipé en panneaux photovoltaïques, mais plutôt dans une démarche d'autoconsommation. Et puis, il y a la Covid qui arrive. Tout à coup, mon entreprise ne consomme pas ce qu'elle aurait dû consommer. Ou, je sais pas, les vacances, le mois d'août arrive. Alors normalement, je suis censé avoir quand même prévu ça, mais du coup, je ne consomme plus pendant le mois d'août. Qu'est-ce que je fais de ma production ? Alors non, contractuellement, tout est défini au démarrage d'un contrat d'autoconsommation. Donc normalement, le consommateur qui est sous les panneaux ou à côté s'engage à consommer un certain pourcentage de la production. Et ce qu'on appelle les surplus sont réinjectés sur le réseau et achetés soit sous un mécanisme garanti qu'on appelle EDFOA, soit chez n'importe quel fournisseur comme Voltaire, à un prix qui n'est pas spécialement intéressant. Donc l'enjeu, c'est quand même de maximiser l'autoconsommation. Donc si cette énergie n'est pas consommée, elle est réinjectée sur le réseau et un tout petit peu réachetée à un tarif minimal, quoi. Voilà, vraiment, l'enjeu de l'autoconsommation, c'est d'avoir de la visibilité sur ces consommations et du coup de dimensionner, comme on le disait, cette part d'autoconsommation sur un profil de consommation qu'on est quasiment certain d'avoir. Et donc sur un talon, donc ce qu'on appelle le talon, c'est le minimum de puissance consommée quoi qu'il arrive. Voilà. Donc le fonctionnement des frigos, des choses qui tournent tout le temps. Vous avez des entreprises qui viennent vous voir, en groupe, des voisins qui viennent vous voir, l'un se disant moi j'ai mis des panneaux photovoltaïques, là j'ai 800 mètres carrés de panneaux, par contre je consomme pas tout, mais j'ai mon voisin d'à côté qui voudrait bien racheter une partie que je consomme.
Est-ce que vous avez ce genre de choses ou pas? C'est un modèle qu'on sera en mesure de faire, qu'aujourd'hui on ne fait pas parce qu'on est assez pragmatique. On va déjà commencer avec les entreprises et les collectivités, il y a beaucoup à faire. Mais par exemple, au sein d'une entreprise ou d'un gros établissement public, par exemple, on fournit le ministère des Armées, qui est un gros propriétaire foncier en France. Ils ont un souci, c'est que les espaces où ils peuvent mettre des panneaux photovoltaïques, souvent ils ne sont pas situés à côté des espaces où ils consomment, où il faut repasser par le réseau, etc. Donc on ne peut pas vraiment parler d'autoconsommation. Donc ils font des grosses centrales, ils solarisent au maximum le potentiel du lieu, et ensuite ils réinjectent sur le réseau. Nous on achète cette énergie, et en fait on leur crée une sorte de mix énergétique au niveau de tous les sites que l'on fournit du ministère. On vient leur montrer, ok, vous avez produit sur la centrale de Bourg-en-Bresse ou de Longwy telle énergie, et on l'a dispatchée au sein de différents sites partout en France. Parce que l'enjeu, c'est pas forcément de faire une traçabilité très locale, mais de créer un mix énergétique au sein d'une entité juridique. Voilà. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des assureurs. Si je développe mes énergies renouvelables, géothermie, photovoltaïque, éolien, etc., est-ce que ça fait exploser ma prime d'assurance ? Et est-ce que ce que je vais gagner en termes de coûts énergétiques, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, va me servir à payer ma surprime ou je gagne quand même dans l'opération ? Je ne suis pas assez calé en assurance pour vous répondre. Peut-être que... Ouais, je vais essayer de vous répondre. Le photovoltaïque est une activité rentable, tout coût déduit, y compris coût d'assurance. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, produire de l'électricité photovoltaïque, c'est simple, mais ça garde une complexité, y compris d'un point de vue assurantiel. Donc il va falloir trouver la bonne assurance qui assure de la bonne façon, avec toute une série de subtilités que ne maîtrise pas forcément un producteur non sachant du domaine. Il ne saurait même pas quelle question exactement il doit poser à son assureur. Donc il n'y a aucun problème d'un point de vue économique, mais il va y avoir, il faut identifier des acteurs assurantiels pertinents, et deux, ils vont vous faire des prescriptions puisque vous allez avoir, si vous êtes en toiture, vous allez avoir un investissement conséquent sur votre toit, donc il va vous demander des mesures de précaution. Et nous, souvent, sur les centrales qu'on reprend en gestion, on voit des assureurs qui ont écrit des pages et des pages de précautions qui auraient dû être prises, mais qui n'ont jamais été lues. Le client n'a strictement aucune idée des engagements qu'il a pris. Du coup, chaque projet, ça commence par l'intervention d'un bureau d'études, c'est ça ? Qui étudie un ensemble de paramètres, c'est-à-dire est-ce que l'infrastructure est capable de porter les panneaux photovoltaïques, est-ce qu'il n'y a pas de risque particulier à l'activité, comment on va produire, est-ce qu'on va réinjecter sur le réseau. J'entends dans les échanges qu'on a eus, par exemple, il y en a un d'entre vous qui m'a dit mais oui, mais quand on est en bout de réseau, c'est quand même pas simple de réinjecter dans le réseau, il y a quand même un certain nombre de contraintes. En fait, quel champ balayent ces bureaux d'études qui interviennent pour cadrer et pour étudier le projet au préalable ? Je dirais que comme tout projet humain, un projet il démarre par une envie. Alors l'envie, elle est conduite par l'envie de rentabilité, par l'envie RSE, par un besoin opérationnel. Mais la première chose qui va guider un projet, c'est l'envie du porteur de projet de mener son projet à bien. Donc une fois qu'on en est là et qu'il y a une envie raisonnée, parce qu'il y a du foncier disponible, parce qu'il y a les moyens direct ou indirect de le financer, oui, donc là, il va y avoir toute une chaîne d'acteurs qui va se mettre en place. Il y a un bureau d'études qui doit dimensionner d'un point de vue technique l'installation. On doit définir le productible, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut espérer comme production de la part de cette installation. De plus en plus, il y a également des logiques de stockage local de l'électricité de batteries qui peuvent être ajoutées au projet. Et puis après, il y a le pilotage à long terme de l'installation sur des projets de très longue durée. On a du mal, la seule chose connue des humains qui est aussi long que les projets d'énergie, c'est l'immobilier. On va avoir un projet qui va vieillir pendant des dizaines d'années. Et le vieillissement, c'est des petites choses et c'est des grandes choses. C'est comme nous. Une centrale de 20 ans, c'est une vieille dame. Il commence à y avoir de la corrosion, et c'est rien de catastrophique, mais ça doit être vraiment piloté de près pour que ça se passe bien.
Du coup, que je comprenne bien, chez Voltares, vous avez la capacité de tracer les électrons, enfin pas l'électron en lui-même, mais si je veux, moi, demain, consommer de l'électricité qui est produite par les éoliennes qui sont sur la commune de Chada, je peux le faire à travers vous. Vous avez ce degré de précision, c'est ça ? Chez Voltaire, à partir du moment où on est agrégateur, donc c'est-à-dire qu'on achète l'énergie à la centrale qui produit, on est en mesure de rendre de la visibilité sur... en fait, je vais faire un parallèle, c'est comme votre banque quand elle vous dit mettez votre argent sur un livret d'épargne durable. L'euro, il n'est pas traçable, c'est comme un électron, il n'a pas de couleur, quoi. Par contre, ce que la banque pourrait vous dire, c'est plutôt que de dire ok, les millions qu'on a récupérés sur ces livrets de développement durable que vous tous, les clients, vous avez abondés, on les a utilisés pour financer ces 4 entreprises ou ce projet d'investissement d'avenir. La banque, elle pourrait dire, toi, Xavier, tu as mis 10 000 euros, il y a 1 000 euros qui a été alloué à telle PME, 1 000 euros à telle PME, 2 000 euros à tel investissement d'avenir. Ça permet de se rendre compte, de donner en fait de la tangibilité à l'investissement et de savoir comment sont tracés ces euros. On fait la même chose avec l'énergie. Et ça permet de se rendre compte de plein de choses, notamment que le 100% vert, c'est un terme marketing, et je m'y connais, hein, j'en fais. Mais le 100% vert en temps réel, c'est absurde. On a 14%, il me semble, d'énergie renouvelable en France, parfois un peu plus, parfois un petit peu moins. Donc c'est pas réaliste. Donc autant montrer au consommateur qu'est-ce qu'il consomme, qu'est-ce qu'il achète en temps réel. Et en fait, quand on fait du photovoltaïque, on consomme de l'énergie photovoltaïque surtout entre 10h et 17h quand il y a du soleil, sans surprise. Donc ça peut représenter 10 à 30% de son approvisionnement en énergie. Et le reste du temps, il faut compléter avec de l'éolien, d'autres technologies, et aussi bien entendu du nucléaire et du thermique. Parce qu'en France, on n'a pas suffisamment d'installations ENR, et donc on doit tous ensemble aider et favoriser le développement de ces centrales. Alors, vous l'avez cité, c'est un enjeu ENR, un enjeu RSE pour les entreprises. Vous êtes plutôt dans la partie production. Néanmoins, est-ce que les entreprises vous sollicitent pour savoir comment communiquer sur ces sujets-là ? Dans le cadre de vos études, de vos interventions auprès des entreprises pour les équiper ou pour leur permettre de consommer de l'énergie décarbonée, est-ce qu'elles vous sollicitent en disant mais comment moi je peux bien consommer bien communiquer auprès de mes collaborateurs, auprès de mes partenaires Vous avez ce type de sollicitation ou pas du tout? Ou les deux sont complètement décorrélés? Nous oui, parce que ce sont nos clients en fait, ces consommateurs, les entreprises, ce sont eux qui nous choisissent pour remplacer leurs fournisseurs existants. Donc on leur doit déjà une facture d'électricité tous les mois. Et aussi des indicateurs, donc un espace client pour justement mieux comprendre à quel producteur on achète l'énergie, quel est l'impact carbone de ces technologies, où elles sont situées, etc. Donc tout un tas d'indicateurs qui peuvent être utilisés dans le cadre de leur rapport RSE ou leur communication externe. Et ensuite, s'ils veulent aller plus loin en investissant dans des centrales, là on peut les mettre en contact avec des producteurs dont c'est le métier de développer et d'installer des centrales photovoltaïques en toiture, au sol, en agrivoltaïque, etc. Alors sur Enerpac, j'ai bien compris que pour l'instant vous étiez focus photovoltaïque, mais une entreprise, elle peut avoir une éolienne, elle peut avoir un peu de géothermie et elle peut avoir envie d'optimiser tout ça. Est-ce que demain, dans un avenir plus ou moins lointain, on peut imaginer que vous élargissiez un peu votre terrain de jeu ? On peut l'imaginer, c'est pas au programme. D'accord. Il y a vraiment une différence fondamentale. Enfin, tout à l'heure, je disais, il faut démystifier la simplicité du photovoltaïque, mais le photovoltaïque reste beaucoup plus simple que toutes les autres sources d'énergie. Une éolienne, c'est complexe. Tout le monde ne peut pas se lancer en mettant une éolienne une éolienne conséquente, en tout cas, dans son jardin. Donc c'est des projets qui sont souvent plus réfléchis, plus lourds. Mais le photovoltaïque, on le voit d'ailleurs dans toutes les études, d'ailleurs celles qui sont produites par l'ADEME entre autres, c'est le moyen le plus simple pour le plus grand nombre d'accéder à la production d'énergie. Et comme je disais tout à l'heure, il va vraiment falloir s'y mettre, vraiment. Alors après, à quelle hauteur,
je ne saurais pas le dire. On constatera ensemble le point d'arrivée dans quelques années. Mais il y a vraiment un besoin impératif que ça prenne rapidement une autre échelle. Et c'est vraiment... Ça nécessite des surfaces. Il faut essayer d'utiliser les surfaces qui sont déjà urbanisées plutôt que d'occuper des terrains qui sont vierges et qui pourraient être dévolus à d'autres usages. Donc essentiellement des toitures, ça peut être également des parkings, ça peut être des zones, on parle des zones militaires ou des choses comme ça, c'est des choses aussi qui sont assez propices, mais il faut le faire et il faut le faire vite. Et nous, déjà, avant de penser à faire d'autres énergies, ce qu'on a dans un coin de la tête, mais on essaye d'être un facteur d'accélération et qui permet au plus grand nombre de se lancer aujourd'hui en toute sécurité. Alors, Fabrice, vous m'avez dit que quand on est une entreprise ou une collectivité, qu'on se pose des questions sur ces sujets-là, on peut aller sur un site internet. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors du coup, c'est le Centre ressources national du photovoltaïque qui s'appelle photovoltaïque.info, voilà, qui est du coup en partie subventionné par l'ADEME au niveau national. C'est une des actions qu'on a encore sur les énergies électriques, le financement des centres de ressources. Il y a aussi après d'autres, tout ce qui est avis, méthodologie technique, les cahiers des charges pour les études, enfin voilà, ce genre de choses-là. Il y a aussi la partie label, le label Vervolt, enfin voilà, tout ce qui peut aider du coup à la communication et au conseil auprès du grand public et des collectivités et entreprises. Et donc photovoltaïque.info, voilà, il permet vraiment d'avoir toutes les démarches, le futur projet, quand il va se dérouler, les étapes assurantielles, les étapes administratives, les étapes techniques. Voilà. Et ensuite, si vous êtes une collectivité ou une entreprise, il y a ensuite on appelle ça des réseaux aussi qui sont mis en place de chargés de mission énergie. Donc les générateurs pour les petites collectivités et pour les entreprises, soit en chambre, en CCI, dans les CMA. Vous avez des chargés de mission énergie qui sont là pour faire des audits en entreprise, voir les points à améliorer, etc. Et aider aussi pour le montage éventuellement ou orienter sur les énergies renouvelables à installer dans l'entreprise. Voilà. Oh, très bien, merci. On a encore le temps peut-être pour une ou deux questions de la salle, mais je vais vous demander de vous déplacer par contre pour venir prendre le micro. Merci. Si on part du postulat que vous disiez tout à l'heure que les installations sont aujourd'hui rentables sur moyen ou long terme, pourquoi est-ce que les pouvoirs publics n'imposent pas la couverture des toitures dont vous parliez ? Puisqu'en fait, si on attend par l'incentive ou par la bonne volonté des propriétaires, les 50% ou 2/3 des toitures de France vont mettre des années à se couvrir. Et donc dans l'idée que quelque part, c'est un investissement qui est rentable sur le moyen terme, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une contrainte réglementaire ? Il commence à y avoir des contraintes, mais surtout sur les bâtiments neufs, justement parce que pour que dès la conception, on prévoit les notions techniques pour être capable d'accueillir une toiture. Après, sur l'ancien, j'ai moins de connaissances. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de contrainte sur l'ancien. Nous, on n'a pas vraiment inventé parce que, enfin, si on l'a inventé, mais d'autres l'ont inventé chacun de leur côté. Nous, on croit beaucoup à un terme qu'on appelle éco-pragmatisme. Il faut toujours des militants pour lancer quelque chose, c'est certain, mais au final, les gens vont dans un sujet parce que c'est leur intérêt, même quand ils ne sont pas a priori militants de la cause. Donc, nous, à Enerpact, à notre échelle, on essaye de développer des solutions éco-pragmatiques, c'est-à-dire qui sont techniquement simples, qui sont facilement compréhensibles et où quelqu'un dont ce n'est pas la compétence première comprend juste que c'est son intérêt basique de le faire. Et je pense que c'est plutôt vers ça qu'il va falloir aller, c'est que les gens comprennent, les entreprises, je ne parle pas spécialement des personnes physiques, comprennent et qu'il y ait des solutions en face, que c'est leur intérêt le plus basique de s'y mettre. Alors, parce que j'en parlais tout à l'heure, c'est enregistré. Donc, est-ce qu'en termes de temporalité, on sera au rendez-vous
des enjeux qui ont été posés. Le mouvement est enclenché, hein. Il y a vraiment un dynamisme là dans le photovoltaïque. Je veux dire, nous, ce qui nous bride, c'est les compétences. Aujourd'hui, il faut former des gens. Vraiment, enfin, nous, on grandirait beaucoup plus vite si on avait les compétences qui nous permettent d'aligner des ingénieurs, des gens qui savent, des techniciens. C'est basiquement, aujourd'hui, c'est ça le problème. La profession est au taquet de ce qui est aujourd'hui possible de faire. Il va y avoir des transferts massifs en termes d'emploi, en termes de compétences. C'est vraiment... Mais aujourd'hui, la filière des énergies renouvelables et du photovoltaïque en particulier est en plein boom. Il y a des ruptures de stock partout, il y a des ruptures de compétences. On pourrait pas aller plus vite. Aujourd'hui, vraiment, ce qui nous bloque, ce qui nous bride, c'est la compétence, l'humain. Au niveau objectif, en fait, on n'y arrivera pas si on ne mobilise que les toitures. Donc il y a aussi le travail sur le sol, qui est important aussi à travailler. Donc, notamment en ce moment, voilà, il y a des réflexions sur l'agrivoltaïsme, etc., pour arriver à allier énergie et en même temps agriculture et autres. Donc ça, il y a ça à avoir en tête. Et aussi, pourquoi travailler en priorité sur le neuf? Il faut savoir que le neuf, alors à la louche, hein, il y a 1% du parc de bâtiments qui est renouvelé chaque année. Voilà. Donc en gros, dans 10 ans, il y a déjà 10% du parc qui va peser, 20, 30. Donc arrivé à 2050, qui est vraiment la grosse échéance au niveau de toutes nos lois et nos objectifs qu'on a, on aura déjà quasiment plus d'un tiers qui sera renouvelé avec, si possible, des cahiers des charges très drastiques en termes d'efficacité, de sobriété et notamment de production d'énergie. Voilà. Après, on essaie de rentrer par toutes les portes au niveau du gouvernement pour faire pousser et avoir plus de contraintes au niveau de l'existant, mais ça va se faire petit à petit. Alors c'est un sujet passionnant, on a plein de choses à se dire. Moi j'ai 2 choses à vous dire. La première, c'est qu'on est pris par le timing, donc on ne va pas pouvoir prendre d'autres questions. Néanmoins, vous pouvez poser vos questions directement à la fin de la conférence aux intervenants, voire même échanger des cartes de visite. Hein. Vous êtes tous là pour ça, donc profitez-en. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est vous dire que vous pourrez retrouver cette conférence en podcast sur le site de Mix. D'ici quelques jours. Voilà. Je voulais vous remercier d'être venus assister à cette conférence et bien sûr remercier nos intervenants pour leur témoignage. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.